La Terre a ses sommets, ceux de Rio de Janeiro, de Johannesburg, de Rio +20. On parle alors d'environnement, de développement durable. D'aucuns affirment qu'il y a le feu dans la maison. Dans le quotidien, chacun peut se sentir inefficace, isolé ou impuissant face à l'ampleur des difficultés. Pourtant, sur le terrain, des actions innombrables prouvent que d'autres pistes existent pour un développement équilibré et plus respectueux de l'environnement. Dans les quartiers populaires, des régies de quartiers et de territoires mettent en place des pratiques très concrètes liées au développement durable et à l'économie solidaire. Le CNLRQ s'est doté d'un pôle développement durable en 2010, après avoir constaté que de nombreuses régies étaient actives dans ce champ et qu'elles avaient besoin d'un soutien pour appuyer et structurer cette dynamique nouvelle. Les régies mènent des actions très diversifiées dans le champ du développement durable et font preuve d'inventivité pour rendre attractifs et accessibles des sujets sensibles ou jugés souvent trop techniques. Leur force, c'est d'être dans le concret et de réussir à intéresser les habitants à ces sujets, à les faire se sentir concernés et à les rendre finalement acteurs d'un développement durable et solidaire. Les jardins potagers ont toujours existé, mais les villes, dans leur expansion, leur ont laissé peu de place. Pourtant, dès la fin du 19e siècle, l'envie de cultiver son jardin prend forme avec les jardins ouvriers. Depuis une vingtaine d'années, une idée plus inattendue se développe, celle de transformer une simple pelouse ou un terrain un peu vague entre des immeubles en jardin potager. Un certain nombre de régies a mis en place au cœur de quartiers des parcelles de terrain, des jardins collectifs, des jardins pédagogiques. Se nourrir. Les régies se saisissent de cette nécessité incontournable pour en faire un point crucial de leur vision du développement durable, du mieux vivre ensemble. Les jardins en pied d'immeuble sont créés par rapport à la demande des habitants. Du coup, quand assez de jardiniers, habitants jardiniers, sont motivés à créer le jardin, ils lancent le projet et ils mettent ça en place. Le fait que les jardins soient en pied d'immeuble est totalement différent avec le fonctionnement des jardins familiaux, pour la bonne raison que les gens ont un regard permanent sur leur parcelle et peuvent y venir plus fréquemment. Je mange les fleurs, oui, en salade. Je prends les pétales, je mélange un peu dans mes salades et puis ça donne des bons goûts. Vous habitez ici dans ce... Non, l'immeuble là-bas, qui est derrière voilà, là, le petit carré là, et l'autre là-bas. Et ça fait combien de temps que vous utilisez ça fait 2 ans, depuis 2010. Et est-ce que c'est devenu maintenant quelque chose vraiment d'essentiel Vital. pour vous? Des cacahuètes, ça c'est des cacahuètes, tu vois. Ça aussi, tu vois. D'accord. Vous les avez achetées où? Chez les Chinois. C'est quelque chose de très magique, toucher la terre. Ça c'est une des contraintes pour la personne qui a des douleurs, qui se sent tout seul. Mon rôle, donc, c'est d'être présent sur le jardin pour pouvoir donner des conseils aux habitants et aussi répartir les parcelles, gérer des conflits. Par exemple, il y en a un qui piétine ma parcelle quand il veut cultiver la sienne, ou alors des gens qui utilisent des produits phytosanitaires alors que le règlement l'interdit. Ça c'est des fleurs, ma vigne. Ah, vous allez avoir du raisin alors. Ah, mais on a récolté l'année dernière. Ils sont très bons. C'est du ressemblant.
On est là justement pour vraiment mobiliser les habitants, créer des animations, que ce soit avec les adultes, les jardiniers et les enfants, les structures qu'il y a autour des jardins du quartier. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a des pucerons, bah oui, mais ça, je m'en fiche, moi. Il y a des pucerons, oui, bah et alors? Ce qui est important, c'est qu'il y ait des pucerons, mais avec des larves de coccinelle. Donc là, si maintenant je fais un traitement même bio, je vais tuer les larves de coccinelle, alors que l'équilibre est déjà en place. Donc là, il faut surtout laisser les larves de coccinelle. Elles vont manger plusieurs centaines de pucerons au cours de leur stade larvaire. Je crois que c'est 600 ou 700 pucerons par individu. Donc, et tant qu'il y a de la nourriture, elles se multiplient. C'est du bon sens en fait, qui était déjà utilisé auparavant. Donc un exemple, ça peut être l'oïdium que vous pouvez avoir sur les rosiers, les courgettes, tout ça. Eh bien, on utilise du lait par exemple. On met 30 centilitres de lait dans 70 centilitres d'eau, on mélange et on pulvérise. Et on a le même effet qu'un antifongique on va dire chimique de synthèse du commerce. On ne met pas de produits qui pourraient nuire à la terre. Voilà. D'accord. Nuire à la terre, à notre santé, à celle des animaux, et puis à la vie locale, on va dire. D'accord. Elles sont meilleures les fraises ici ou c'est meilleur quand c'est acheté au magasin? C'est meilleur ici. Ce qui est bien, c'est avec ceux qui ont leur petit jardin. On se donne des conseils, chacun arrose son jardin, enfin arrose les jardins des autres. On partage là pour les jardiniers, pour tout le monde. Parce que c'est vrai, si l'habitant en face, je lui montre le geste ou je lui explique et il n'écoute pas, il n'est pas là ou il n'est pas intéressé, ça ne sert à rien. Et pour cela, en fait, j'utilise des méthodes, en fait, bien sûr, pour qu'ils soient intéressants, parfois à l'intermédiaire des jeux, parfois à l'intermédiaire d'une soirée ou de musique. En fait, il faut vraiment trouver la méthode pour que la personne en face soit intéressée. En tout cas, pour moi, chef de projet, le jardin en pied d'immeuble, c'est un outil important, efficace en termes de lien social, de renforcement du lien social. Du coup, après, sur des questions liées au développement durable, forcément, ça participe de cette question-là. Un jardin, c'est l'essence même d'une action qui vise à améliorer le cadre de vie. Parce qu'à partir du moment où les habitants s'approprient une parcelle, l'utilisent, le cultivent, mènent des actions, c'est qu'ils deviennent acteurs de leur espace, de leur lieu de vie, et par définition ont un autre regard de leur environnement. Sans nier les difficultés du quotidien, les jardins solidaires apportent au projet d'autoproduction alimentaire toute sa dimension de lien social, intergénérationnel et interculturel. Peut-on aller plus loin pour un développement durable au cœur des quartiers? Très impactant sur l'environnement, les déchets nécessitent des dispositifs de traitement lourds et coûteux pour les collectivités. Comment une régie peut-elle s'impliquer dans ce circuit? Certainement en inversant la notion même de déchets pour en faire une source de recréation. Alors la régie a choisi de se positionner sur ce secteur en réponse en fait à une réflexion avec Domo France, bailleur social, sur la question des encombrants et surtout des encombrants sauvages. La réponse de la régie, ça a été de se rapprocher des habitants et d'éviter déjà que les gens ne jettent sur le trottoir et qu'il y ait un service de proximité qui permette de récupérer ce dont les gens désirent se débarrasser. Et la deuxième partie de la réponse, c'est un lieu
également à destination des habitants au travers d'ateliers participatifs et de vente d'objets remis en état à petit prix. Non, je ne suis pas la reine du ponçage, je suis la reine du détournement. Ou alors des idées farfelues pour restaurer les meubles. Ce sont les tabourets que mes grands-parents m'ont donnés. Et ils avaient ça quand ils ont emménagé ensemble. Donc ça me fait plaisir de les remettre à neuf et de leur redonner une petite vie. Mon fils va à l'école qui est juste à côté et un matin, il y a une maman qui me dit « Mais tu viens, je vais à la ressourcerie au magasin, je vais voir s'ils ont reçu des objets. » J'ai dit « La ressourcerie, le magasin, mais qu'est-ce que c'est ?» Et alors elle me dit « C'est un endroit où on se retrouve, on boit le café et où on peut rencontrer d'autres personnes et acheter des objets de récup à des prix intéressants. » Alors de suite, je me suis dit « Ah bon ?» Donc quand je suis arrivée, c'était un vendredi matin, on m'a offert le café et je voyais les autres en train de tripoter de la peinture, de frotter leurs objets, de nettoyer. Et puis j'étais là, ah super, il y a un atelier. Et on m'a dit qu'on pouvait y participer en tant qu'habitant. Et du coup, maintenant, tous les samedis matins, je suis là. Voilà. Ici, je travaille, je refais mes chaises que je ramène de chez moi. Et pourquoi tu fais ça? Parce que c'est ma mère qui le veut. Parce qu'ils étaient vieilles. Et pourquoi vous en rachetez pas des neuves? Parce que elle ne veut pas utiliser son argent, elle préfère les garder pour la nourriture. Tu vois, on est étalé là. Ah oui, on est utile pour ça, on est utile. Hein. De toute façon, on le voit de plus en plus, on a de plus en plus de monde qui passe par la ressourcerie maintenant. Hein. C'est pas mal, sa plaque, ça a l'air bien, fais voir ça. Hop là. On va être bien cette chaise, moi je te dis, mon petit. Hein? Elle va être sympatoche. Regarde, tu vois le trou finalement? De toute façon, ouais. Ça passe. Et puis pour la cassure du genou, ça sert à rien de mettre une latte de toute façon, puisqu'on a le vide. Alors là, c'est une commande, donc là c'est Jérôme, justement, qui m'a passé ces plans-là. Puis pour une commande, on doit faire une table. Vous voyez, une table, 4 tabourets, un présentoir. Tout à base de récupération. Et on essaie de voir ce qu'on peut en faire, le transformer, redonner vie, faire un petit peu de création à base de récupération ou seulement de la restauration, des fois. On peut également revoir la définition de déchets. Effectivement, jusqu'à une certaine période, c'était effectivement des déchets. Maintenant, si on peut les récupérer, ça sort du cadre du déchet et on devient un objet, quoi. Voilà, des chaises en noyer qu'on a poncées, qu'on a nettoyées, puis qu'on a recollées. C'est vrai, en termes de sensibilisation, on a choisi le moyen des ateliers participatifs. Donc c'est vrai que c'est un moyen qui est fort, puisque les gens, on est en contact direct avec les personnes, donc c'est plus facile pour communiquer une idée. Il y a un petit côté aussi hors circuit, qui n'est pas pour me déplaire, quoi. C'est-à-dire que c'est ce lien social qui nous permet de communiquer nos idées aux gens justement sur le développement durable. Le développement durable, c'est aussi le développement de l'humain, tout simplement. Voilà. Quand je suis à la ressourcerie, c'est mon moment à moi. Je peux venir avec mon enfant, il ne va pas déranger, les gens vont s'en occuper et je peux moi aussi faire mon travail et à la fois être là avec mes proches et partager ça avec tout le monde. Donc ouais, je suis heureuse d'être à la ressourcerie. Réemployer des objets,
proposer une autre signification au fait d'acheter. Telle semble être la direction que prennent les habitants et les régies de quartier impliqués dans des pratiques liées au développement durable. D'autres pistes? Oui, comme s'informer et se former à la maîtrise de la consommation énergétique domestique ou comment dépenser moins pour un même confort. Ici, sur cet appartement, on a 4 pièces où on va traiter de l'eau, donc on a une salle d'eau, la cuisine où on va traiter l'électroménager, l'espace loisir où on va traiter d'éveil, on en parlera d'éveil, c'est important, et puis l'éclairage dans le salon avec un petit peu de chauffage. Un peu de chauffage parce qu'on est dans un quartier d'habitat social, et au niveau du chauffage, ici, les habitants des quartiers n'ont pas la maîtrise du chauffage, on est sur du collectif. L'appartement a été inauguré en 2010. L'an dernier, nous avons fait 1000 visites et on est parti sur le fait d'aller chercher les associations, les écoles. Et à partir de là, moi j'ai entendu des réflexions me disant on n'aurait jamais pensé que la régie de quartier pouvait faire ça. Donc l'appartement dédié aux économies d'énergie a généré d'autres projets et notamment un accompagnement de 22 familles d'un immeuble. Alors dans le kit, il y avait un pommeau de douche, des lampes basse consommation, la prise électrique qui coupait l'éveil. Mon travail en tant que médiatrice a été de les accompagner pendant une année. De se dire, attends, prends 5 minutes, regarde ta facture, regarde comment c'était avant, parce que tous les mois, en fait, c'était la différence du mois d'avant. Donc on regarde, puis oui, effectivement, on se rend compte que ça descend, effectivement. Puis c'est marrant parce que sur les factures EDF, la première chose que moi je regardais, si j'avais le petit smiley. Et j'étais contente de l'avoir. Le développement durable, c'est aussi aider les personnes à prendre conscience. Ensuite, l'appliquer au mieux dans leur quotidien, à leur façon, avec leur culture aussi, avec leurs besoins. Alors c'est pareil, un congélateur qui est à demi rempli va consommer énormément. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce qu'on ne peut pas le remplir tout le temps, on n'a pas non plus. Non, parce qu'après ça n'a pas de on le remplit. On le remplit. Oui, mais on ne va pas le remplir, on n'a pas notre budget pour remplir notre frigo, voilà, notre congélateur. On met de l'eau. On met de l'eau, exact. Oui, on va mettre des bouteilles d'eau, on va combler les espaces de vide. Et notre congélateur, il va se dire, voilà, j'ai plus d'espace vide, je suis bien, je suis à bonne température, je reste comme ça. Il a le ventre plein. Donc voilà. Et il va consommer son moins 18 et il ne va pas aller chercher une température plus froide pour maintenir les aliments congelés. Et c'est vrai que nous, c'est le genre d'initiative qu'on apprécie beaucoup chez nous, parce qu'il y a beaucoup de messages à faire passer sur la maîtrise des consommations. Les gens se rendent rarement compte de l'impact de leurs petites actions quotidiennes. Si on fait un lave-vaisselle où on passe les assiettes sous l'eau avant de les mettre dans le lave-vaisselle, c'est vraiment gaspillage. C'est pas parce qu'on parle de précarité énergétique, de public fragile, que ça veut dire qu'ils sont forcément surconsommateurs en tout. Il y a des personnes qui sont en sous-consommation, c'est-à-dire qui font déjà très très attention à leur niveau de consommation et qui vont se priver même certaines fois sur la température de chauffage ou sur d'autres points. Et c'est ces personnes-là qu'il faut qu'on arrive à aider pour les accompagner dans une démarche de maîtrise de consommation, d'aide au confort aussi. Tout à fait, je pense que des gens comme nous, au contraire, on est plus motivés que je disais que les gens riches. Parce que les gens riches, ils font beaucoup de gaspillage, que nous, on compte tout. C'est pas gagné d'avance, ça demande de la conviction, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, parce qu'il en a fallu aussi du temps. Ça demande des gens impliqués, motivés pour porter un projet qui, effectivement, n'est pas encore complètement dans les mentalités. C'est vrai que ce genre d'appartement-là, ça fait prendre conscience.
Pour les régies, le développement durable, c'est multiplier les idées pour que l'économie solidaire ne soit pas en contradiction avec une écologie du quotidien. Ici, nous sommes dans une boutique du réemploi d'objets qui s'appelle le Pêle-mêle solidaire. La vocation de cette boutique, c'est faire de la sensibilisation en expliquant tout simplement ce qu'on fait, que le réemploi, ça fait partie du développement durable et plus globalement de l'économie sociale et solidaire. Nous, on est dans une logique d'éducation populaire au développement durable. Initiative locale, individuelle, proposition à l'échelle d'un territoire, chaque régie apporte une mise en perspective sociale et solidaire au développement durable, pour et par les habitants. On a commencé à travailler sur les déchets, ça nous a permis de parler de tas de choses, de compostage, de consommation responsable. On a fait des événements autour de tout ça. Et on a pu créer, au travers de tout ça, la capacité de mobiliser ici tous les acteurs du territoire. On est au moins 30 ou 40 associations. Et petit à petit, au travers de cette démarche qui date depuis 4 ou 5 ans, ici, on impulse une dynamique, une culture du développement durable. Il est bien évident que pour beaucoup d'habitants du quartier, le développement durable n'est pas une priorité parce qu'il y a des enjeux de précarité fortes sur le quartier. Mais nous, on pense que le développement durable n'est pas réservé aux riches, que ça touche tout le monde et qu'il y a des enjeux de conscientisation. Et du coup, je pense qu'une régie de quartier est suffisamment branchée au quartier pour porter cette question-là de manière juste. La force des régies, c'est d'être dans le concret des habitants. Mettre en place dans le fonctionnement même d'une régie des pratiques de développement durable, c'est aussi mettre en place un véritable projet d'équipe fédérateur. Le développement durable s'installe alors au cœur même des activités d'insertion sociale portées par la régie. Entretien, nettoyage, chantier de seconde œuvre et même pour un service de repasserie. On s'engage à n'utiliser que des produits écologiques. Donc ça, forcément, c'est une valeur ajoutée et un autre regard et une autre perception qu'ont nos partenaires. Avant, j'étais souvent malade, pratiquement toutes les semaines. Et là, c'est vrai que depuis que je suis ici depuis 1 an, je n'ai pas eu d'arrêt de maladie. Je ne suis pas tombée malade une seule fois. C'est bien, ça aide un peu. On est moins fatigué et puis on respire mieux. Voilà, là c'est mon vélo de livreur. Là je vais aller voir ma cliente, il est pas loin de quartier. C'est un vélo électrique, pratique. En fait il y a la batterie et il y a une petite vitesse. J'ai un klaxon, j'ai de la lumière, il y a des freins, tout va bien. Là je monte sur mon petit vélo. Vous voyez comment il est. Bon, je vous dis à bientôt. Salut, dans 5 minutes. Moi, je me sens plus à l'aise sans gants. Donc, moi aussi, ça me facilite aussi le travail. C'est beaucoup plus appréciable de travailler avec la peinture à l'eau, c'est-à-dire la peinture acrylique, ce qu'on utilise très souvent dans, un exemple, les écoles. C'est bénéfique pour les habitants, les salariés, pour tout le monde. C'est bien comme ça. Il y a une différence entre les produits qu'on avait avant et les produits écologiques. Ils sont bien pour la santé. Et vous sentez vraiment la différence? Ah oui. Parce que j'ai travaillé beaucoup dans le nettoyage et j'ai utilisé beaucoup de produits. Et des fois, quand je cours, j'oublie les gants pour mes mains. Il n'y a pas de souci. On veut marquer aussi notre démarche écologique, y compris dans le domaine du transport. Voilà, donc c'est le petit véhicule de la régie qui est utilisé à la fois pour achalander les chantiers, ravitailler les équipes ménage en produits ménagers quand les volumes sont un peu plus importants. Historiquement, les villes et les bailleurs sociaux sont les premiers partenaires des régies.
En adoptant des pratiques vertueuses, les régies élargissent leur champ d'action, leur mise en réseau vers d'autres associations, d'autres institutions. Ces synergies de terrain permettent d'appréhender le territoire autrement et favorisent une autre perception que les régies ont d'elles-mêmes. Alors tout a commencé à peu près il y a 2 ans et demi, lorsqu'on s'est rendu compte que dans les containers classiques se trouvaient des vêtements, des livres, des piles, un peu tous les déchets qui pourraient être recyclés ou réutilisés. Et donc c'est constitué un groupe d'habitants du quartier de la Grange-Aubel pour discuter un petit peu des solutions qui pourraient être apportées. Une librairie solidaire, c'est une librairie qui recycle des livres donnés par les habitants du quartier, qui sont revendus aux habitants du quartier. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Une entreprise d'insertion, une entreprise qui se préoccupait de ressourcerie, d'emploi, de lien social aussi, sur tout ça. Et il y a eu pas mal d'habitants du quartier qui sont venus, des gens plus âgés, disons, des habitants de longue date, et qui ont sauté sur l'occasion pour amener leurs livres. On propose aux jeunes en fait, de faire leurs propres meubles en carton. C'est à la fois artistique, dans le développement durable et puis technique. C'est la régie de quartier qui est venue vers nous pour nous proposer cet atelier. Et on a accepté tout de suite parce que ça fait partie de ce qu'on essaie d'enseigner aussi en 3-4 mois à ces élèves-là. Ils viennent tous de leur pays réciproque depuis seulement 3-4 mois, ils sont en France. Et c'est tout un apprentissage et surtout l'environnement, le recyclage, c'est des sujets qu'on essaie d'aborder. Et là, c'est devenu d'une façon plus concrète et très facile à appliquer. Les cartons qui sont utilisés pour fabriquer du mobilier en carton sont des cartons de récupération que l'on trouve dans la rue, auprès de carrossiers, de marchands d'électronique. L'objectif étant d'utiliser ce que l'on trouve partout et non pas de produire, donc de ne pas acheter la matière première. Je vois maintenant des cartons sont utiles, c'est pas bien jeté par-ci par-là. Je crois maintenant les cartons ça sert à quelque chose. Voilà, c'est une bonne idée quoi. Comme ça on ne peut pas avoir carton dans la rue. Hein. Le problème c'est comment expliquer le développement durable auprès de nos salariés. Voilà. Donc voilà, il faut avoir une approche très simpliste, très pratico-pratique. Voilà, et puis c'est un travail de tous les jours, quoi, un travail de tous les jours. Convaincre nos salariés que voilà, utiliser des produits non toxiques, c'est bien pour tout le monde, quoi. Même si jusqu'à présent ce n'était pas le cœur de métier des régies de quartier, il est important que dans des quartiers comme les nôtres, ces questions qui interpellent tout un chacun, puisqu'on a la responsabilité aujourd'hui, chaque individu, de ce qui se passe un peu ici, chez nous et peut-être ailleurs, eh bien que ces questions-là ne soient pas exclues du débat des questions que peuvent se poser les habitants. Eh bien on a un rôle à jouer par rapport à notre public, au public qu'on accompagne, par rapport aux habitants de nos quartiers d'habitat social, de manière à ce qu'ils puissent faire connaître eux, de manière active, leur désirata sur ce sujet, quels sont leurs choix politiques dans ce domaine et qu'ils ne doivent pas simplement vivre le développement durable comme une contrainte dans leur vie quotidienne, parce qu'il faut consommer moins d'essence, parce qu'il faut manger comme ci, comme cela, mais que tout ça, ça se raccroche à des enjeux de société qui sont partagés à l'échelle planétaire. Développement durable, ça veut dire économie d'énergie. Ça correspond vraiment à mon éthique de vie en plus. Enfin... Voilà, c'est pour avancer dans la vie. L'héritage. On aborde forcément le futur et comment est-ce que ça se passera plus tard. Une responsabilité peut-être. Mais aussi le développement durable de l'humain. C'est se mettre autour d'une table et de pouvoir discuter de certains sujets. Voilà. L'avenir. De vivre aujourd'hui pour que nos enfants vivent aussi bien demain. Les générations futures. Développement, c'est par rapport à notre travail. C'est vert, bien entendu. C'est économique et écologique.
Le développement durable, c'est les mêmes chances pour tout le monde, pour nous, pour nos enfants, de jouir de toutes les belles choses de notre monde.